Bonjour à toutes et à tous, vous vous apprêtez à regarder la rediffusion d'une émission qui a été diffusée en direct sur la chaîne Twitch de Mediapart. La prochaine fois, si vous voulez participer, il suffit de vous connecter le lundi à partir de 18h pour poser toutes vos questions à une ou un collègue qui participe à la fabrication du journal au quotidien. En attendant, bon visionnage. Abonnez-vous. Le sujet de ce soir, vous avez vu passer beaucoup d'articles. On a essayé de traiter d'une façon assez exhaustive le sujet, mais là ce soir, Jade est ici présente pour répondre à vos questions sur aussi l'après. On va prendre le temps de faire un bilan calmement, mais pas être dans le dooming total et se dire qu'il y a encore des solutions. Oui, même si voilà, Jade pourra répondre à vos questions sur pourquoi notre pays est mal préparé, alors qu'en fait les alertes, elles sont pas nouvelles malheureusement, elles sont là depuis des décennies. Est-ce que oui ou non, il faut s'habituer à des épisodes de canicule plusieurs par été? En fait, est-ce que ça reste quelque chose d'exceptionnel ou est-ce que maintenant ça fait partie de notre climat? Qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter nos villes, j'allais dire nos campagnes, mais nos campagnes, a priori, on y est bien. Mais en tout cas, surtout nos villes, nos services publics, quelles solutions existent? Voilà, c'est parti. On pourrait faire une présentation hyper rapide de Jade parce que bon, elle est habituée maintenant, elle a presque le rond de serviette. Mais pour peut-être les personnes qui ne la connaîtraient pas, qui ne l'auraient jamais vue, dans Abonnez-vous, si tu peux te présenter en quelques mots. Ouais, bien sûr. Déjà, salut à tout le monde. Merci beaucoup Anna de m'avoir réinvitée et salut à toutes les personnes que je reconnais quand même maintenant quelques noms, quelques blases de personnes avec qui j'ai déjà indirectement discuté lors de précédents Twitch et salut à celles que je ne connais pas, personnes que je ne connais pas. Donc moi, Jade Lingard, je suis en charge du pôle écologie à Mediapart et en fait, dans lequel on est 5 journalistes aujourd'hui. Et donc à la fois, je coordonne ce pôle et à la fois, j'écris aussi des articles. Et donc pour mes articles, j'écris surtout sur le nucléaire et ça, j'en ai parlé dans d'autres séances de Twitch avec Anna, mais il se trouve que j'ai été au début de Mediapart journaliste climat à Mediapart, donc le climat, canicule, sécheresse et compagnie, ça a été pendant un moment mon principal sujet de travail, même si désormais c'est un sujet qui est couvert avec brio et énergie par notre collègue Michael Correa, qui est actuellement en congé car il écrit un bouquin. Donc voilà, je dois dire qu'il nous manque beaucoup dans ces moments de troisième vague de canicule. Mais voilà, on serait très content de le retrouver quand il reviendra à la rentrée. Merci pour ta présentation. Vous avez l'habitude, je vous mets à chaque fois tous les liens dans le chat puisque vous ne pouvez pas envoyer de liens. Si vous avez des liens que vous voulez partager, il faut d'abord me les chuchoter dans un souci de modération. Donc voilà, vous avez le profil de Jade si vous avez envie de suivre tout ce qu'elle écrit. Et bien sûr, je vais vous partager le dossier qui nous intéresse ce soir, le dossier canicule. Je le repartagerai plusieurs fois de toute façon. Ça va être l'intro peut-être pas marrante, mais nécessaire néanmoins. Oui. On en parlait un peu avant de commencer ce stream en aparté sur la mortalité. En fait, pendant des décennies en France, c'était l'exception de mourir de chaud. Que ce soit pour les gens comme pour les animaux. Et là, on est face à des chiffres pour l'instant qui sont provisoires, mais qui sont déjà assez effrayants. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Oui, non, tout à fait. C'est vrai que c'est à la fois hyper triste pour les personnes concernées, leur famille, leur entourage, et sans doute assez anxiogène, mais c'est vraiment une réalité qui, je pense, il est hyper important d'avoir en tête. C'est que même en France, les chaleurs extrêmes tuent. Ce qui se passe, c'est que en fait, on le savait parce qu'il y a eu cet épisode précédent. Enfin, épisode n'est pas le bon terme, mais il y avait déjà une canicule absolument terrible en 2003, qui est vraiment peut-être qui est la première grosse canicule du 21e siècle en France, qui avait fait 15 000 victimes. Et à l'époque, ça avait été un énorme choc pour la société française parce que personne ne s'y attendait. En fait, personne ne s'attendait à ce qu'il puisse faire aussi chaud aussi longtemps. À l'époque, ça avait duré 3 semaines, la canicule de 2003. Et surtout, en fait, il y avait quand même une beaucoup moins bonne compréhension parce que il y a 23 ans, donc il y avait une moins bonne compréhension du changement climatique et de ses effets.
sur les humains. Et ce qui fait que, notamment, à ce moment-là, ce qui s'était passé, c'est que beaucoup de personnes âgées étaient décédées, mais notamment en institution, enfin notamment dans les EHPAD. Ça avait vraiment été terrible. Il se trouve que aujourd'hui, donc en 2026, 23 ans plus tard, heureusement des leçons ont quand même été tirées de cette tragique expérience. Et donc, depuis les EHPAD, les maisons de retraite, pas tous évidemment, malheureusement, mais beaucoup d'entre eux ont été équipés de salles froides, de techniques de réfrigération, que ce soit climatisation ou pas. En tout cas, on prit très au sérieux la question de pouvoir donner à leurs résidents et résidentes des zones fraîches. Et ce qui fait que cette année, les choses se passent différemment, mais néanmoins, on continue à avoir des chiffres très importants de mortalité. Donc, concernant, parce que comme vous avez sans doute suivi, mais là, ces jours-ci, on vit la 3e période de chaleur extrême en France. Alors, il y a toute une discussion sur canicule ou pas, parce qu'il y a des définitions précises de la canicule. Peut-être ça, on peut revenir après. En fait, quelque part, c'est un peu secondaire. Ce qui compte, c'est qu'il fait trop chaud pour que ce soit humainement supportable, et que on a eu les premiers chiffres de Santé publique France il y a quelques jours, donnant une première estimation du bilan de morts de la vague de canicule de juin dernier, donc qui est au-dessus de 2000 décès. Attribués à la canicule, donc 2055 décès attribués à la canicule. Donc quand on parle de décès attribués à la canicule, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on compare à la même période l'année précédente, il y a 2000 morts de plus. Donc ce sont des chiffres qui proviennent donc d'une estimation statistique. C'est une surmortalité, quoi. Comme on dit en épidémiologie, il y a plus de morts que on estime que ce sont les morts qui ne seraient pas morts si ces températures extrêmes ne s'étaient pas produites. Donc ça montre, et première chose, c'est un bilan provisoire. Il y aura sans doute des chiffres plus élevés de morts de cette canicule, d'abord parce que la canicule continue, mais aussi parce que ce que disent tous les médecins et spécialistes de santé concernant les canicules, c'est que les effets se produisent à long terme. C'est-à-dire qu'il y a les personnes qui meurent d'un coup. Donc là, on a des histoires absolument tragiques, notamment de mort au travail. Parce que le travail, en fait, quelqu'un qui travaille sur un toit, c'est ce qui a coûté la vie à un tout jeune homme dans la Drôme. En mai dernier, toute première vague de canicule, un jeune homme de 19 ans travaillant au soleil, des heures de suite, sans pause fraîcheur, sans eau, il est décédé. Donc, je donne cet exemple parce que c'est sur les lieux de travail en fait qu'il est le moins difficile en fait de faire un lien direct entre le décès d'une personne et les températures auxquelles il est exposé. Souvent, c'est plus difficile en fait d'établir un lien direct entre le décès d'une personne et les chaleurs auxquelles cette personne a été exposée, parce que, en fait, on a tous notre historique médical, donc plus ou moins de faiblesse cardiaque, plus ou moins de faiblesse respiratoire. C'est un peu un long développement, mais c'est pour dire que c'est pour ça qu'en épidémiologie, on utilise les chiffres de surmortalité plutôt que les cas individuels. D'accord. Parce que ça, c'est, statistiquement et scientifiquement, c'est incontestable. Après, au cas par cas, c'est souvent plus compliqué. En dehors de cas, qui sont incontestables. Dans les cas incontestables, il y a les cas importants des noyades. Et ça, c'est absolument terrible aussi, parce que ils font partie des morts des chaleurs extrêmes, ces personnes qui décèdent noyées. Et ça, il y en a eu des dizaines. 48 personnes, je crois, le dernier décompte. Ouais. En tout cas, exactement, le dernier décompte officiel. Et ça fait partie complètement du problème, parce qu'évidemment, quand on a trop chaud à en crever, on est prêt à tout pour se rafraîchir, et notamment plonger dans l'eau, y compris dans des eaux pas surveillées, des eaux qui sont pas sûres. Parfois, des gens, on n'est pas bien quand on plonge. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a aussi les morts de noyade dans les morts des chaleurs extrêmes, et que
que voilà, c'est fou de se dire que dans un pays, encore une fois, aussi riche et développé que la France, en fait, même nous, en fait, on continue et même on est encore plus vulnérable aux chaleurs extrêmes. Et peut-être un dernier élément là-dessus, parce que c'est hyper important, c'est qu'on est inégaux, on est très inégaux face aux chaleurs extrêmes. Et ça, je pense, c'est hyper important de l'avoir en tête. C'est que, bien sûr, les chaleurs extrêmes entraînent une surmortalité, mais c'est fondamental de voir que plus on est pauvre, plus on est vulnérable à la chaleur. Et donc, c'est ce qui s'était passé en 2003. Moi, il se trouve que parallèlement à mon travail à Mediapart, je m'étais impliquée il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, dans un mouvement qui s'appelait les Toxic Tours, qui étaient des mobilisations en Seine-Saint-Denis et qui étaient des sortes de balades, c'était des balades urbaines pour alerter et informer les gens sur les risques sanitaires liés à la pollution, au changement climatique. Et on faisait ça en Seine-Saint-Denis. Et à l'époque, on avait un peu lancé ce projet parce que quand on avait compris, grâce à des travaux de chercheurs et puis à des récits de personnes, que la Seine-Saint-Denis avait été l'un des départements où les gens étaient le plus morts en 2003. Et parce que des personnes vivant dans des logements particulièrement dégradés, des personnes aussi isolées, souffrant de solitude, et des personnes, parce qu'en précarité, ayant un mauvais suivi médical. Donc personnes, évidemment, je rajoute souvent des personnes racisées. Donc en fait, dès qu'on parle de mort de la canicule, on parle d'inégalité sociale, on parle d'inégalité raciale et de discrimination, l'assignation de plein de gens à des logements hyper dégradés. Et sans accès à des points de fraîcheur. Donc c'est vraiment une question profondément inégalitaire. Et c'est pour ça que quand on parle de canicule, il faut parler d'injustice sociale, d'injustice raciale, ce qu'on appelle injustice climatique. En fait, c'est ça, injustice raciale et injustice sociale. Et aussi avoir en tête que c'est des sujets qui sont très complexes. Et donc, quand on lit les épidémiologies de mort de la canicule, on voit que à la fois, évidemment, les personnes âgées, très âgées, donc de plus de 80 ans, de plus de 85 ans, sont les premières impactées, les premières à mourir, et notamment les femmes âgées, 80-85 ans, souvent des femmes seules. Donc c'est hyper lié à la solitude, par exemple. C'est pas juste des questions de suivi médical. C'est vraiment des sujets de société, de comment on fait société ensemble. Mais en même temps, les jeunes hommes, et même très jeunes hommes, sont aussi très impactés par les canicules. Et on trouve des très jeunes hommes dans les gens qui tombent malades des chaleurs extrêmes et aussi qui en meurent. Et pourquoi alors il y a évidemment les personnes qui ont des difficultés respiratoires, cardiaques, etc. Mais il y a aussi le fait que quand on est un jeune homme, on peut avoir l'impression qu'on n'est pas fragile. Or, tout corps humain est fragile. En fait, face à la chaleur, tout corps humain est fragile. Tout corps humain a besoin de boire. Tout corps humain a besoin de fraîcheur. En fait, la chaleur n'est supportable par personne. En fait, la surchaleur n'est supportable par personne. Et donc, c'est pour ça que c'est complexe et que c'est à la fois des questions d'inégalité et d'injustice, comme je le disais, mais c'est aussi vraiment, des moments qui sont dramatiques, mais qui sont des moments de prise de conscience de notre vulnérabilité en tant qu'humain, et même quand on est a priori pas en mauvaise santé. Donc c'est une sorte de, je sais pas comment dire, mais c'est tout ça qui se joue dans les canicules. Donc c'est pour ça que ce sont des phénomènes climatiques au sens plein du terme, c'est-à-dire à la fois météorologiques, mais des phénomènes humains, des phénomènes sociaux. Et c'est vachement important d'avoir tout ça en tête. Merci aussi d'avoir rappelé pour les personnes qui se noient l'historique, parce qu'on peut voir des commentaires très violents sur les réseaux sociaux, d'incompréhension totale et se dire qu'ils ont qu'à aller à la piscine, mais comme tu l'expliques, ce sont des gens qui de base n'ont pas accès. Pas accès à la piscine. Alors les piscines d'abord, je veux dire, il y a plein d'endroits du territoire français sur lesquels il n'y a plus de piscine. C'est-à-dire que la France a été un pays dans lequel il y a eu beaucoup de piscines municipales et c'était une de nos particularités. Mais aujourd'hui, en fait, alors ça c'est une différence entre la ruralité et le monde urbain, parce que disons que dans le monde urbain, il y a quand même aujourd'hui pas mal de piscines. Alors souvent désormais des piscines privées, ce serait toute une discussion, mais il y a quand même à quel prix, etc. Alors ça, à ce sujet, en tout cas, il y a des départements, notamment à Paris et en Seine-Saint-Denis, où tout un paquet de municipalités ont rendu les piscines gratuites à certaines heures.
J'habite à Aubervilliers, de 14h à 19h ou 20h. C'était gratuit, c'était le cas aussi à Paris. Donc il y a des villes qui font quand même qui font cet effort-là. Mais c'est pas toutes les villes. Mais par ailleurs, en ruralité, il y a plein d'endroits où il n'y a pas de piscine. Donc ça fait que des gens qui ont un peu plus de moyens vont s'équiper de piscines individuelles. Piscines individuelles qui sont hyper consommatrices d'eau, au-delà du fait que c'est des lieux privés. Donc en fait, c'est tout ça aussi qui est mis en jeu. Mais en tout cas, non, tout le monde n'a pas accès à une piscine pour se rafraîchir. D'où le fait que, par exemple, à Paris, il y a eu tous ces jeunes, parce que c'est quand même beaucoup des jeunes qui se soient allés se jeter dans le canal, canal Saint-Martin, au canal de l'Ourcq, et même des enfants, et provoquant, au départ, comme quand c'était pas encore autorisé, détention avec à des moments des vigiles ou la police, provoquant ensuite le phénomène médiatique, je sais pas si on reviendra dessus, de terrible et hyper discriminant concernant Hamza, dit la douane, l'adolescent, enfin le tout jeune ado, 14 ans, c'est un gosse, ouais voilà, c'est ça, qui s'est retrouvé arrêté, menotté, enfin comme vous avez vu, placé en garde à vue, puis avec surtout des chaînes d'infos en continu, le stigmatisant comme suite au fait que il avait Paris, voilà, c'est ça, voilà, méga arrosé avec son pistolet à eau plein de gens. Donc en fait, et aussi on peut citer un autre exemple qui est souvent aussi stigmatisé dans les médias quand même réactionnaires et assez racistes, les ouvertures intempestives de bouches à incendie dans plein de quartiers populaires. Bon ça c'est pareil, évidemment c'est un problème parce que ça fait perdre de l'eau à des réserves notamment utilisées par les pompiers en cas d'incendie. Donc c'est pas du tout quelque chose qu'on peut recommander de faire parce que l'eau est précieuse et il faut l'économiser. Mais par contre, c'est hyper important de comprendre que en fait ces ouvertures de bouches à incendie, c'est fait dans des endroits où il y a pas de piscine, pas d'accès à la piscine, pas d'air frais, et c'est pour se rafraîchir en fait. Oui, ça devient vital pour eux. Et donc il y a des moments c'est vital, pour des gens. Donc c'est pour ça que voilà, encore une fois, je me répète, mais ça pose vachement les questions des inégalités. Oui, tout à fait. Swart, c'était une critique finalement sur les gens qui se baignent. C'est un mélange de racisme ou de classisme. Tout à fait. Complètement. Et je vais lire. Je remonte sur les témoignages de. Je ne sais pas comment dire ton pseudo, mais je viens de te raccrocher avec une voisine terrifiée par l'idée de mourir dans son sommeil en cette période avec des nuits à plus de 30 degrés et une situation de handicap. Ça complique davantage encore le repos. Tout à fait. Et là, on a vu d'ailleurs dans les chiffres qu'il y a une prévalence des personnes qui sont mortes aussi chez elles. Oui. C'est assez inquiétant. Oui, donc c'est pour ça que ça pose la question de la solitude. Donc c'est pour ça que ça pose la question de l'accompagnement des personnes, des voisins, voisines. Donc et donc ça c'est quand même une des choses qui avait été, je pense, apprise et retenue de l'expérience de la canicule de 2003, parce que c'est en 2003 qu'avaient commencé à être donnés les mots d'ordre de attention, si vous avez des personnes âgées qui habitent à côté de chez vous, prenez de leurs nouvelles, allez les voir, rappelez-leur qu'elles doivent boire de l'eau, etc., etc. Mais et donc aujourd'hui, c'est des messages qui sont massivement diffusés, mais c'est toujours la même chose. Il y a toujours un monde, enfin en tout cas un écart entre la préconisation et la réalité de ce qui se pratique. Et puis par ailleurs, autant c'est pas hyper compliqué si on vit en logement collectif, en immeuble, d'aller voir les apparts des personnes âgées qu'on connaît. Je veux dire, dans des univers pavillonnaires où les maisons sont séparées les unes des autres, c'est pas toujours évident de faire ça, de connaître les gens. Et c'est toutes ces questions-là qui sont posées. Et voilà. Et puis là, c'est vrai que je suis partie vraiment sur la question des humains, mais tu commençais, Anna, en parlant du bilan aussi des animaux, des morts dans la faune, quoi, et présentés vraiment de façon des animaux non humains, quoi. Ouais, présentés comme des tonnes d'animaux qui meurent. Mais c'est pas des nombres, c'est des tonnes. Voilà, et voilà, mais ces tonnes, en fait, sont des dizaines de milliers d'animaux, et ça, c'est vraiment, alors là, un des drames absolus qui se sont produits en juin, lors de la précédente vague de chaleur extrême. C'est que ça c'est terrible, mais dans les élevages intensifs, ont été rapportés, donc c'est donc une véritable hécatombe, donc des dizaines de milliers d'animaux morts, et ça en fait c'est terrible parce que c'est une des conséquences horribles de plus des conditions d'existence complètement dégradées et dégradantes des animaux en situation d'élevage intensif, donc notamment concernant les élevages de volailles, les élevages de porcs, ou en fait tout simplement les animaux ont été asphyxiés et ils sont morts sur place. Enfin, bon, je sais pas non plus faire de
des descriptions trop insupportables, mais c'est vraiment ça dont on parle. Il y a la question aussi des animaux qui meurent tout simplement de chaleur. Et par exemple, la Ligue pour la protection des oiseaux, donc l'association qui œuvre pour la protection des oiseaux, a dénoncé le fait que avoir vu des oiseaux tomber et vu des cadavres d'oiseaux tomber de chaleur, enfin tentant d'échapper à la chaleur en chutant, quoi. Donc la question des oiseaux, mais il y a aussi tous les animaux qui sont morts et qui vont mourir dans les incendies. On a des incendies gigantesques actuellement en France, dans les Pyrénées-Orientales, il y en a eu dans l'Aude, il y en a dans la Drôme, et en fait ces feux tuent les animaux de la forêt. Et quand on parle d'animaux de la forêt, il y a les oiseaux, mais il y a aussi tous ceux qui peuvent pas s'enfuir, et à commencer par les insectes, en fait, qui vont pas du tout assez vite pour échapper aux flammes. Et il y a une association l'année dernière, qui avait tenté de chiffrer le nombre d'animaux morts d'incendie dans l'Aude, si je me trompe pas, et qui arrivait à, de mémoire, à un bilan de une dizaine de millions, alors c'est des estimations évidemment, mais une dizaine de millions d'animaux morts en comptant oiseaux et insectes. Et en fait, c'est pas pour fétichiser. C'est pas 10 millions. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc c'est pas pour fétichiser les chiffres parce que bon, ils sont toujours imparfaits, etc. Mais c'est juste, en même temps, quand même, je trouve, ça permet un peu de visualiser en fait enfin voilà, je sais pas, l'hécatombe quoi que ça provoque le réchauffement planétaire. Oui, peut-être de répondre aussi aux gens qui se disent il suffit d'ouvrir la fenêtre, de se rafraîchir. L'été, il a toujours fait chaud. En fait, ces chaleurs-là, elles sont inhospitalières pour le vivant avec un grand V. Oui. Pour tout le vivant, c'est-à-dire que en fait, il y a beaucoup de choses à répondre à cette phrase. Tout le vivant, comme tu dis, tout le monde n'a pas accès à une climatisation. Donc, c'est sûr qu'on va pas climatiser le monde, on va pas climatiser les forêts, on va pas climatiser les élevages. Enfin, ça ne se fait pas. Donc, en fait, ces animaux-là, les animaux sauvages n'ont pas d'échappatoire. Les animaux d'élevage non plus, quand ils sont élevés dans des conditions intensives, comme on le disait. Et ensuite, non, il n'a pas toujours fait chaud. En fait, oui, il y a eu des pics de chaleur. Bien évidemment, dans les années qui précèdent, personne ne le conteste. La différence aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas simplement des pics de chaleur, mais on a des vagues de canicule, et de chaleurs extrêmes qui s'enchaînent. Et en fait, c'est ça la marque du changement climatique. Et ça a été mesuré d'ailleurs par des climatologues et des chercheurs là il y a quelques semaines, le fait que, enfin, ils arrivent à mesurer la part du changement climatique et donc du réchauffement planétaire, parce que le réchauffement des températures est l'une des marques du changement, des dérèglements climatiques qui ont d'autres manifestations, mais une des manifestations, c'est l'augmentation des températures. Et l'augmentation des températures, et donc ils ont été en mesure d'estimer la part du changement climatique dans les chaleurs extrêmes de ces dernières semaines. Donc c'est un facteur aggravant, avec la manifestation suivante, qui est que en fait ce sont des vagues de chaleur extrême de plus en plus longues et qui se répètent. En fait, c'est ça le truc, c'est que ça se répète et que le climat se réchauffe, et donc plus le climat se réchauffe, plus en fait les vagues de chaleur à la fois s'allongent. Donc par exemple, la fameuse canicule de 2003 dont je parlais au début de l'émission, elle s'est produite en août. Là, les premières chaleurs extrêmes, très extrêmes qu'on a eues, c'était en juin. Donc c'est 2 mois plus tôt. 2 mois plus tôt, en fait, la végétation, on n'est pas au même temps de vie. Donc en fait, c'est hyper impactant pour toute une série d'espèces. Si les petits, je sais pas, les oisillons sont plus petits, il y a tout un plein de végétaux qui sont pas encore suffisamment développés pour résister à de telles chaleurs, qui sont pas encore assez développés en photosynthèse pour pouvoir résister, qui ont pas encore trouvé tout leur cheminement racinaire pour avoir accès à l'eau. Donc en fait, plus une canicule se produit tôt dans l'année, plus elle est impactante en fait. Pour cette faune et cette flore. Donc non, ça ne ressemble pas à tout ce qui a été dit précédemment. Et en fait, ce discours, cette petite musique de la banalisation du changement climatique, faut vraiment avoir en tête, quand on entend ça, il faut se méfier, parce que c'est vraiment un des gros arguments des climato-négationnistes. C'est de dire mais en fait c'est moins pire qu'avant, ou c'est pas pire qu'avant. Et en fait, cette espèce de discours d'euphémisation, de banalisation, il faut vraiment il faut se renseigner et il faut s'en protéger. C'est vraiment toxique.
Et c'est pas pour être anxiogène, parce qu'on va parler du fait qu'on n'est pas là juste pour déplorer, quoi. Et c'est pas ça du tout le message de Mediapart. Et d'ailleurs, on organise une soirée mercredi, et peut-être on pourra en dire quelques mots un peu après. On organise une soirée sur la question de l'action. Maintenant, on fait quoi? Donc, c'est pas du tout pour être resté bloqué dans une description anxiogène. Mais par contre, vraiment, c'est hyper important de savoir se protéger contre la désinformation, parce que en fait, c'est un des moteurs du changement climatique. Je remonte par rapport au chat, il y avait aussi une remarque assez juste de Iris. Alors Iris qui nous dit très chaud souvent, chaud la nuit aussi. Et en août, il est censé faire encore plus chaud qu'en mai, en juin, en juillet, sans compter qu'il n'y a pas une goutte d'eau par endroit depuis début mai. Et qui complète plusieurs morts à cause des baïnes. Alors j'ai cherché parce que je ne savais pas ce que c'était. C'est des cuvettes qui se forment entre deux bancs de sable et qui se remplissent avec des vagues avant de se vuter brutalement vers le large. Et ça crée un puissant courant qui peut entraîner des baigneurs et donc causer leur décès. Et donc Iris explique qu'il y a des baignes par là où il vit, et sauf que la période où les gens vont se baigner est plus grande, avec déjà du monde dès le mois de mai, et pas encore de baignade surveillée, car c'est trop tôt dans l'année. Donc merci pour ce complément d'info aussi qui peut expliquer pourquoi il y a une mortalité accrue selon où tu te baignes. Et il y avait plusieurs personnes qui ont réagi par rapport à la surmortalité des animaux. Terence qui nous dit, on pense au niveau de souffrance des animaux donc dans les élevages. Galette au secours, bonjour, j'ai vu des journaux qui parlaient exclusivement des pertes financières des éleveurs, sans un seul mot sur la souffrance animale, ça m'a écœuré. Iris, ce sont surtout les gros élevages industriels, en particulier les poulets, quand ils sont tassés à 20 ou 30 000 dans un seul hangar. Lui, 37, qui demande, est-ce que c'est l'occasion de stopper les élevages intensifs? Et Ziggy, est-ce qu'en France, il y a des partis politiques qui sont prêts à légiférer en faveur des animaux? J'ai un peu cherché les chiffres. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais donc ça a à peu près 2,5 millions de poules qui seraient mortes dans leur élevage, 50 000 cochons. Et les animaux de compagnie à vérifier, parce qu'à un moment, on nous annonçait qu'il y avait une surmortalité de 10%, sauf que j'ai vu un chiffre ce matin qui serait plutôt de 47%. Sans compter, comme je le disais déjà, de tous les animaux sauvages, où là, ça devient très compliqué aussi de le quantifier. Et enfin, une question aussi, on parle beaucoup de la France, mais comment ça se passe dans le reste du monde et dans l'hémisphère sud? C'est vrai qu'on s'imagine qu'il y a d'autres pays qui connaissent des fortes chaleurs parce que ce sont leurs climats classiques et qui arrivent à néanmoins s'en préserver. En fait, non, mais alors, évidemment, c'est hyper important, il faut se décentrer. Alors déjà, dire qu'il y a des, comme vous avez peut-être vu, si vous suivez un peu les infos, mais il y a des chaleurs extrêmes dans le reste de l'Europe depuis plusieurs semaines. Alors là, j'ai pas en tête exactement le décompte de à quelle date, mais en Grande-Bretagne, en Europe centrale, en fait, alors qu'il y a déjà un climat continental. Si vous vous souvenez de vos cours de géographie du lycée, donc climat continental par définition, il fait plus froid, il y a plus d'écart entre les extrêmes de température entre le froid et le chaud. Mais donc c'est un des endroits très impactés par le réchauffement climatique. Peut-être que c'est l'occasion de dire que l'Europe est le continent dans le monde qui est le plus impacté par l'augmentation des températures, du fait de sa localisation géographique. Mais évidemment, une fois qu'on a dit ça, il faut surtout pas oublier qu'il y a des pays, des continents et des pays dans ces continents qui souffrent de niveaux de température mais totalement inhumaines. Donc je pense que c'est hyper important de citer l'Inde et le Pakistan où il y a eu des niveaux de température mais complètement c'est 50 degrés atteint, c'est ça, 50 ou quasiment 50 à Delhi et 56 dans l'ouest du pays. Donc c'est même hyper difficile à imaginer ce que ça peut représenter, et évidemment l'Inde, un pays hyper inégalitaire avec des énormes écarts de richesse entre très pauvres et très riches, énormément de gens très pauvres. Donc en fait évidemment c'est absolument, j'ai pas les chiffres en tête là des morts des canicules en Inde, mais c'est évidemment terrible, et que le truc l'argument c'est sûr que les pays comme la France, qui sont encore peu habitués aux chaleurs extrêmes, sont d'une certaine façon plus vulnérables que ceux qui sont plus habitués. Ça, par exemple, ça peut être intéressant de faire une comparaison avec l'Espagne, parce que on n'est pas hyper loin au niveau de vie J'ai cherché le chiffre du coup pour l'Inde. En 5 jours, il y aurait eu à peu près 30 000 décès. Non, mais voilà, c'est ça rend presque indécent de parler de nos 2000 décès à nous. Mais enfin bon, voilà, c'est
c'est comme ça, mais voilà, donc c'est absolument massif massif les victimes des chaleurs extrêmes en Inde. Mais ce que je voulais dire, c'est que même si effectivement il y a les pays qui sont déjà plus habitués que la France aux chaleurs extrêmes ont soit des politiques déjà mises en place, comme des formes de congés climatiques, soit des formes d'architecture, des manières de concevoir les villes qui peuvent être plus protectrices. Mais en fait, il y a une limite de température auxquelles les êtres humains peuvent s'adapter. Et donc, c'est la limite de cet argument. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il peut faire 50 degrés, en fait, personne ne peut s'adapter à 50 degrés, c'est pas possible. Donc, de toute manière, quand bien même l'Europe est le continent le plus impacté par le réchauffement, dans des endroits où il faut déjà plus chaud qu'en Europe, en fait, quelques degrés de plus sont absolument dévastateurs. Ouais. Donc il n'y a pas de, en fait il y a pas de facile adaptation, il n'y a pas de situation sans souci et sans inquiétude face à cette situation de réchauffement. Je remonte un tout petit peu parce qu'il y avait une remarque intéressante de moi Antifa, et vraiment c'est les personnes qui sont tout en bas de l'échelle de l'empathie, c'est comment ça s'est passé dans les prisons. Oui. Cet épisode de canicule, j'ai envoyé dans le chat un article qui a été écrit. Alors, je l'ai déjà perdu ou pas? Par Anas. On a eu un reportage à la maison d'arrêt de Rennes. Voilà. C'était la semaine dernière, et donc comment ça s'est passé? Ça s'est pas bien passé, puisque de toute façon dans les prisons, puisque de toute façon les conditions de vie dans les lieux de détention sont vraiment hyper dures en France, dans des maisons d'arrêt, des centres pénitentiaires surpeuplés. Enfin, c'est hyper connu, mais alors évidemment en situation de chaleur extrême, c'est évidemment encore pire, et avec notamment des problématiques que raconte cet article de pas accès à de l'eau fraîche. Alors, y compris pour des raisons, y compris pour des raisons sanitaires de protection des détenus contre le risque de légionelle. Voilà, des problèmes d'accès aux douches. Et puis des problèmes de bâtiments, en fait, vraiment pas du tout isolés, pas du tout assez isolés, et donc voilà. Oui, il y a des prises de température, il y a certains murs où il fait à l'intérieur 45. Voilà. Bon. Donc voilà, c'est pas la peine de faire un dessin, ça c'est vraiment terrible. Sachant, comme tu dis, moi Antifa, que quand tu vois les photos, ça a l'air d'être une maison d'arrêt assez récente, c'est pas les Baumettes. Donc non, c'est pas les Baumettes. Oui. En fait, le problème, c'est qu'en France, même le bâtiment pas très ancien et dans plein de cas pas du tout adapté à des températures telles qu'on les vit aujourd'hui. Et ça, c'est très bien dit par des climatologues comme Valérie Masson-Delmotte ou le Haut Conseil pour le climat, qui est une instance qui regroupe plein de climatologues et de scientifiques du climat. C'est que, il faut accepter le fait que la manière dont nos villes ont été conçues, la manière dont nos villes sont organisées, pour dire les choses simplement, et la manière dont nos bâtiments sont construits, dans l'immense majorité des cas, ne correspond pas au climat d'aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, ce qui structure la manière dont on habite, dont on se déplace, où on travaille, où on mange, comment on mange, ne correspond plus, en fait, au climat dans lequel on vit. Donc, et ça, même si c'est dit et expliqué depuis des années, voire des décennies, par beaucoup de chercheurs, d'expertes, ou juste de gens un peu conscientisés, un peu de militantes ou militants ou pas, et ben, pour autant, en fait, il y a une inertie telle du système que même encore aujourd'hui se construisent des bâtiments qui ne sont pas adaptés aux températures qu'il fait désormais. Donc voilà. C'est pour dire, c'est vraiment ce niveau-là de changement. On arrive à la deuxième partie sur pourquoi notre pays est si peu préparé. Donc, pourquoi on continue à construire des bâtiments qui ne sont pas prêts à ces nouvelles chaleurs. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux une vidéo de riverains qui ont acheté dans un écoquartier. Ouais. Ils se sont dit, écoquartier, ça va être adapté. Et alors, en fait, il fait 45 degrés à l'intérieur. Pourquoi nos écoles sont des fours à pizza Bah ouais, bah voilà. Et donc effectivement, il y a eu plein de témoignages, plein de vidéos. Il y a eu tellement de témoignages de gens qui se sont photographiés ou filmés ou juste qui ont raconté c'était quoi leur vie dans leur chambre ou studio ou appartement sous les toits. On a vu tous ces témoignages d'élèves, de parents d'élèves qui ont beaucoup dénoncé les températures complètement dingues dans plein d'écoles et l'impossibilité de rafraîchir ces endroits. Donc pourquoi c'est comme ça? En fait, il faut bien avoir en tête que
le monde ancien ne veut pas mourir. Enfin, c'est vraiment, il y a des batailles de lobbying, mais absolument monstrueuses, qui se déroulent depuis des années autour des normes du bâtiment. Okay. Parce que en fait c'est tellement moins cher de construire en béton vite fait des logements mal isolés. C'est tellement moins cher de faire ça que de construire des bâtiments en bois bien isolés, en prenant le temps d'avoir une bonne éco-conception, une bonne isolation. Que c'est ça qui se fait. Et en réalité, quand on creuse un peu la chose, il y aurait moyen de construire pour pas si cher que ça en bois ou en terre-paille ou en terre-paille. Je vais avoir l'air d'être complètement zadiste, utopiste, mais en réalité, c'est la manière en fait dont étaient construits les habitats historiquement, et donc c'est tout à fait. En tout cas, c'est pas du tout inimaginable, et ça se pratique aujourd'hui de construire des bâtiments de plusieurs étages en utilisant ces matériaux, que ce soit le bois, que ce soit la terre, bois plus terre. Enfin bon, il y a plein de combinaisons possibles pour construire des immeubles, des écoles, des crèches. Enfin, il y a plein de bâtiments de ce type en réalité qui se construisent d'ores et déjà. Sauf que la filière du BTP, la filière du bâtiment, elle est organisée autour du béton. Et il y a un livre qui est, je trouve, hyper éclairant à ce sujet, qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Désarmer le béton, d'une autrice qui s'appelle Léa Hobson, Hobson Hobson, et qui est une personne qui a été interviewée dans Mediapart, notamment par ma collègue Lucie Delaporte l'année dernière. Lucie du pôle écologie, et donc c'est un livre hyper intéressant, je trouve, qui raconte bien ça, qui raconte comment est-ce que à un moment, pour des raisons économique, encore une fois, je me répète, mais c'est vrai, quand même hyper important dans l'histoire, parce que le béton, en fait, ça se fabrique très facilement. En tout cas, du béton un peu de mauvaise qualité se fabrique très facilement, et qu'il y a toute une filière en fait qui s'est construite. C'est le cas de le dire, mais enfin qui s'est organisée autour de la construction en béton. Et ça, c'est toute l'histoire de l'après-Seconde Guerre mondiale, quand il a fallu, en tout cas pour l'Europe, quand il a fallu après les destructions de la Seconde Guerre mondiale, reconstruire massivement des logements. Quand il a fallu construire massivement des logements aussi pour les personnes qui participaient à l'exode rural, donc qui quittaient les campagnes pour aller vers les villes. Enfin, c'est toute l'histoire de l'urbanisation et de la métropolisation française des années 50, 60, 70. On a voulu construire hyper vite des quantités astronomiques de logements. On les a faites en béton. Et ce béton-là, il était pas du tout fait pour le changement climatique. Il était même pas fait pour isoler les gens. Il était fait pour les loger hyper vite. Et on a tous, c'est de cela qu'on hérite aujourd'hui. Et qui explique que tant de gens se retrouvent à vivre dans des bouilloires thermiques. Et ensuite, ce qui s'est passé, et ça c'est quand même aussi vachement important dans cette histoire, c'est que à partir des années 80, 90, 2000, quand des experts, des expertes, des spécialistes du confort thermique ont commencé à dire attention, le béton ne protège pas de la chaleur, ne protège pas bien du froid non plus d'ailleurs, en fait n'est pas un isolant thermique, et il existe aujourd'hui des techniques qui permettent d'isoler, donc ont commencé à se développer des techniques d'isolation des bâtiments. Et en fait, ces techniques d'isolation du bâtiment ont été moquées, décriées par les grands donneurs d'ordre du BTP, parce que ça rajoutait des coûts, parce que ça rajoutait des durées de construction, et il a fallu énormément de temps pour que les normes de construction du bâtiment évoluent. Donc au final, elles ont évolué, elles ont quand même beaucoup évolué. Il y a eu des normes basse consommation énergétique. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que d'abord, ça a été pensé, ces normes, en termes de comment quand même construire des bâtiments dans lesquels les gens dépensent moins d'énergie. Donc au début, on a pensé en termes de sobriété, d'efficacité énergétique. Aujourd'hui, on voit bien que la discussion, elle a un peu changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense de comment protéger les gens de chaleur extrême.
Mais pendant tout un moment, ce qui était réfléchi, enfin, ce qui était un objectif de politique publique, c'était davantage limiter les consommations d'énergie. Alors, la bonne nouvelle, c'est que comment dire, c'est un double effet, enfin, c'est un double effet vertueux. C'est un bâtiment bien isolé, permet de moins consommer d'énergie, voire dans certains cas, de pas en consommer du tout, et de protéger les habitantes et habitants du froid et de la chaleur. Mais en fait, c'est dans l'ensemble du parc, comme on dit, de logements en France, c'est très peu de logements qui sont comme ça. Et donc, pourquoi est-ce que ça reste aussi peu de logements aujourd'hui? Il y a eu à la fois des batailles de lobbying qui continuent aujourd'hui, absolument terribles, où en gros le conservatisme règne. Enfin, et ça vaut sur tous les sujets, de la transition ou de la bascule énergétique et écologique. En fait, tous les secteurs en fait sont hyper conservateurs parce que changer la manière dont on construit un logement, dont on fabrique une voiture, dont on fabrique des vêtements, en fait, vous vous affrontez à des intérêts économiques énormes. Donc tout ça prend énormément de temps. Et l'État et les pouvoirs publics, en fait, ils sont pas toujours les garants de l'intérêt général dans ces discussions. Il y a 1000 exemples de ces conservatismes, mais par ailleurs, quand bien même, enfin, quand même, au bout d'un moment, les critères et les normes d'efficacité énergétique se sont un peu améliorés pour le logement. Il y a eu ensuite un énorme échec dans lequel on est encore aujourd'hui de mise en œuvre hyper concrète dans les logements. Et ça, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que au final, il est hyper. C'est qu'au final, l'économie en fait de l'investissement dans l'isolation thermique de son logement, quand on est un privé, un propriétaire ou un locataire, mais mettons un propriétaire dans du logement privé collectif, et en fait, je veux dire, c'est quasiment impossible d'y arriver à faire isoler sa copropriété. Les prises de décision en copro sont hyper difficiles, les mécanismes de financement qui existent mais sont difficiles à trouver, et ensuite en fait il y a les chantiers de rénovation thermique, et ça c'est terrible en fait. Majoritairement ne vont pas au bout, ne font pas assez d'isolation, ne permettent pas assez d'économie d'énergie. Et en fait, la manière dont les aides publiques ont été structurées, malheureusement, privilégie ce qu'on appelle les gestes individuels. Donc, on va faire un renforcement des fenêtres ou un renfort d'isolation de murs, ou combler les combles. Mais en fait, il faudrait tout faire. En fait, les investissements dans l'isolation thermique, ils coûtent cher parce qu'en fait, pour qu'un bâtiment soit bien isolé, il faut tout faire d'un coup. Sinon, en fait, on répond à un des problèmes et pas à tous. Et c'est cette marche-là, en fait, que les pouvoirs publics en France ont raté. Ils n'ont pas du tout assez informé les gens, pas assez accompagné, pas créé les systèmes de financement qu'il fallait. Ma collègue Lucie Delaporte du pôle écologie, elle a fait plein d'articles à ce sujet-là ces derniers temps. Moi, je sais que quand Mediapart a commencé, donc vers 2009-2010, à l'époque, j'avais suivi un peu le dossier, et je me rends compte que 15 ans plus tard, en fait, ça a un peu bougé quand même. Je veux pas être caricaturale. Ça a un peu bougé. Il y a quand même eu des chantiers de rénovation énergétique, mais c'est vraiment très très peu par rapport à tout ce qu'il faudrait faire. Et les problématiques sont quand même très proches de celles qui existaient déjà il y a 15 ans. C'est-à-dire que, c'est hyper difficile de trouver le bon accompagnement institutionnel et financier à des chantiers de rénovation qui permettent vraiment d'isoler les bâtiments. Résultat, on n'a pas assez de bâtiments isolés, donc on a de plus en plus de précaires énergétiques qui sont en situation d'impayés sur leur facture énergétique. On trop froid l'hiver, ça c'est ce qui a été beaucoup documenté ces dernières années, et là de plus en plus on trop chaud l'été. Donc on a une sorte de triple peine concernant ces ménages, et une réponse des pouvoirs publics qui est pas du tout à la hauteur. Et le truc, c'est que pour moi, on est vraiment à un moment où on est à la croisée des chemins, parce que c'est un problème qui est hyper identifié. Il y a plein de propositions qui sont sur la table. Il y a la Fondation pour le logement, qui fait un travail mais remarquable depuis des années sur le sujet, qui a carrément écrit une proposition de loi pour vraiment aider jusqu'au bout les parlementaires à avancer sur le sujet. Alors évidemment, je dis pas que les parlementaires doivent se contenter de reprendre tout cru une proposition de loi faite par des associations. Évidemment, c'est hyper important de passer par l'enceinte démocratique de l'Assemblée nationale et surtout l'Assemblée nationale, plus que du Sénat d'ailleurs. Enfin bon, toujours est-il que c'est pas pour dire qu'ils doivent juste
prendre pour argent comptant ce que propose la Fondation pour le logement, mais c'est pour dire qu'il y a quand même beaucoup de travail qui est fait sur ce sujet depuis très longtemps. Et cette PPL n'a pas été reprise par suffisamment de parlementaires pour pouvoir être votée. Donc, on a la croisée des chemins parce que on est dans un moment où plein de propositions existent. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui est mis en œuvre par qui? Et c'est là où se pose la question de quelles sont les forces politiques qui sont au pouvoir en France aujourd'hui. On voit bien que c'est pas des forces politiques qui ont pris la mesure, en fait, des décisions à prendre, et que la perspective de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite l'année prochaine n'est pas rassurante, parce que s'il y a un camp politique qui est vraiment complètement nul sur le sujet, voire qui a été dans la négation climatique, même si maintenant ils s'en défendent, c'est quand même le Rassemblement national et l'extrême droite. Et donc là, on est dans un moment là qui potentiellement peut encore s'aggraver politiquement. Et c'est pour ça que il faut bien comprendre aussi que la crise climatique et le chaos climatique est aussi une question démocratique. Et que on est obligé de prendre en compte le fait que aujourd'hui agir pour le climat, c'est agir pour la démocratie, parce que sans démocratie, on n'a pas d'action pour le climat. Et ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Argentine, ce qui s'est passé au Brésil avec Bolsonaro, on a plein d'exemples en fait. De arrive au pouvoir une personne autoritaire avec une pratique antidémocratique, une des premières politiques attaquées, c'est la politique climatique et les politiques écologiques. Et donc c'est tout ça qu'il faut essayer de penser ensemble. Je pense que Guigui, ça répond à ta question sur les causes de l'inertie du système. C'est politique et pas seulement, puisque comme tu l'expliquais, il y a aussi un lobbying très fort au niveau aussi industrie. Sur Iris, c'est vrai que tu as raison sur le béton. Il y a un moment, on n'aura plus de sable pour faire tout ce béton. Et ça rejoint une question sur la revalorisation du béton. Est-ce qu'on peut revaloriser les gravats? Parce que si on détruit tous ces bâtiments en béton pour reconstruire quelque chose qui soit plus vertueux, quid de tout ce... Ou habiter, en fait, moi, je pense qu'on en est même à un niveau où le truc, c'est que détruire des logements ou des bâtiments existants, c'est à des moments, c'est pas du tout une bonne idée, parce que en fait ça refait des dépenses financières, ça refait des dépenses énergétiques, ça refait des dépenses de matériaux. En fait, moi je trouve une des pistes intéressantes, c'est tous les architectes architectes et personnes qui réfléchissent à ces sujets, qui réfléchissent à par exemple construire des habitats qui pourraient se trouver dans des bâtiments qui sont des bâtiments en béton, par exemple, mais plutôt que de détruire ce bâtiment pour en reconstruire un autre, à l'intérieur de cette structure, construire en fait des habitacles qui soient plus petits, plus humains, je sais pas, comme des sortes de cabanes, mais hyper améliorées, des sortes de yourtes ou d'habitats légers, mais à l'intérieur d'un habitat en dur. Enfin, il y a plein de propositions en fait d'architectes qui sont des alternatives à la destruction-reconstruction, parce que la destruction-reconstruction, par exemple, ça a été beaucoup la politique de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Ça pose plein de problèmes en fait de détruire des logements, ça peut être très violent pour les gens qui ont habité dedans. En général, ça sert à des politiques de gentrification hardcore. Et en fait, ça, c'est aussi un des énormes enjeux. C'est-à-dire qu'on peut pas, c'est pas acceptable de se dire que on va, proposer dans les quartiers populaires des habitats mieux isolés au prix de déplacements de population. En fait, c'est ce qui se passe quand même largement aujourd'hui. Mais ça, d'un point de vue démocratique, ça ne fait qu'accentuer des phénomènes de ghettoisation, éloignement des personnes les plus précaires, qui se retrouvent du coup dépendantes de la voiture. Enfin, c'est le cas des ménages qui sont qui partent de la Seine-Saint-Denis pour se retrouver de manière subie en Seine-et-Marne dans des endroits où pour le coup il y a besoin de voitures individuelles pour se déplacer. Enfin bref, c'est une manière de repousser le problème de créer d'autres problèmes en fait finalement. Et ça tout ça pour dire que à des moments oui c'est utile de déconstruire, reconstruire, mais à plein d'autres endroits ça c'est une solution de facilité. Une info que nous partage, une info du jour, Mor Keleb. Bonjour, je me permets de remonter l'info du Monde selon laquelle le gouvernement met fin au programme de recherche sur l'adaptation des logements et des territoires. Donc je vous mets le lien. Tout à fait. Dans le chat. Et alors, sans vouloir faire la chauvine, information sortie dans Mediapart la semaine dernière. D'ailleurs, Mediapart est cité dans cet article du Monde, mais alors très bien. Il n'y a pas aucun souci. J'ai pas dû passer le note d'article. C'était un article d'Amélie Poinceau de la semaine dernière et dont le titre, là j'avoue, j'ai envie
complètement en tête. C'est celui-là. En pleine vague de chaleur. Ah bah oui, Cocorico, on l'a fait. Bon, non, mais on s'en fout. Hein. On n'est pas dans la compète. Hein. C'était juste pour... Prendre à César ce qu'il y a à Césarine. Exactement. Qui appartient à Césarine. On avait aussi une question, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vu largement partagé sur les réseaux sociaux, une question de Cry Me a River Darling. Est-ce que Jade a des infos sur l'action du collectif Grève des loyers? Donc l'idée c'est, si tu n'as pas de volet, pas de loyer, il y a déjà 45 000 signatures. Tout à fait. Alors en fait, tout à fait. Alors c'est pas d'ailleurs que le DAL, c'est aussi la Fondation pour le logement. Et c'est aussi toute une ribambelle de collectifs et d'associations. Donc, mot d'ordre, pas de volet, pas de loyer. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment l'efficacité de la simplicité. Et donc, ça pose la question, en fait, quand même complètement folle qu'on découvre ces jours-ci, c'est que il existe des dizaines de milliers, si ce n'est plus, j'ai pas les chiffres en tête, de logements sans volet. Et que le volet, finalement, c'est pas la panacée, mais quand même déjà ça aide à se protéger des températures extrêmes, en se protégeant du soleil. Donc c'est vrai que c'est hyper important d'avoir des volets. Et moi je vois à Mediapart, parce qu'à Mediapart on reçoit on peut dire aux gens qui nous écoutent, on reçoit beaucoup de messages en fait, beaucoup de messages de gens, de lecteurs ou de lectrices, qui nous alertent sur des problèmes. Et c'est vrai que là depuis le mois de juin, on a reçu un nombre de messages de locataires de logements sans volet, ayant demandé des volets, qui ont été refusés soit par leur bailleur privé, soit par leur bailleur social. Enfin, on a eu beaucoup de témoignages dans ce sens. Donc, c'est vrai que, on voit bien que c'est un problème très partagé. Et donc, cette campagne, pas de volet, pas de loyer, en fait, c'est vachement intéressant parce que ça repose sur une idée qui a été expliquée par un autre collègue qui s'appelle Mathias Thépaut, qui est un journaliste éminent du pôle économie. Il était là la semaine dernière. Ah ben voilà. Alors peut-être qu'il avait parlé de cette non, article. c'était sur le BHV. Ah, c'était sur le BHV. Et donc il a fait un article la semaine dernière qui était hyper intéressant où en fait il expliquait que en réalité, si on est locataire d'un logement qui ne permet pas de vivre dans des conditions dignes, le passeport thermique, voilà, c'est celui-là. En fait, le droit permet de ne pas payer son loyer. Sauf qu'en fait, il pousse un tout petit peu par rapport à la réglementation. Là, attends, j'ai plus complètement. C'était là. Cette proposition devrait. Alors, je crois que c'est je pense que c'est un petit peu avant. Alors. Attends. Bon, en fait, vous lirez l'article si ce sujet vous intéresse, mais en gros, ça repose sur la question de la dignité en fait du droit. On n'a pas le droit en fait en tant que propriétaire de louer en fait des logements qui font vivre les gens dans des conditions indignes. Et donc il y a des associations et des collectifs qui depuis des années se battent pour le fait de faire rentrer dans la définition de l'indignité les chaleurs excessives. D'ailleurs, en Espagne, à ma connaissance, ça fait partie des critères de la dignité d'un logement, la température. Et en gros, l'argument est de dire qu'en plus, faire la grève des loyers pour obtenir des températures acceptables, et donc par exemple par des volets, ça se défend que juridiquement, c'est pas illégal. Et donc, ça me fait une petite transition pour annoncer notre soirée, non? Oh, complètement. Tu peux. Hein. Je peux. Je l'ai mis à l'écran. Et c'est parce que mercredi soir, donc mercredi 8 juillet, Mediapart organise un événement canicule et maintenant on fait quoi? Et en fait, dans cet événement interviendra Maïder Olivier, qui est une spécialiste et activiste et très bonne connaisseuse des enjeux des bouilloires thermiques et une des animatrices de la campagne pas de volet, pas de loyer. Et en fait, elle sera là pour présenter cette proposition-là. Ça veut dire quoi? Et c'est quoi l'accompagnement? Enfin, voilà. En quoi c'est possible de faire la grève des loyers? Parce que c'est vrai que les grèves de loyers, ça peut être assez pertes et périls. Donc, comment faire pour mener une grève des loyers sans se mettre en danger, d'expulsion, par exemple, ce qui est quand même pas qui est quand même quelque chose qu'on souhaite à personne. Eh venez mercredi soir à la Bellevilloise à Paris, si vous le pouvez, et Maïder sera là. Elle présentera cette proposition et ainsi que d'autres personnes. Et il y aura un temps d'échange ensuite.
place. Donc voilà, si cette proposition-là vous intéresse, il n'y a plus de place. Donc si vous avez déjà votre place, venez. Et si vous n'avez pas de place ou si vous n'êtes pas à Paris, ça sera retransmis en direct. Oui, ça sera retransmis en direct. Après, sur le truc, oui, alors effectivement, il y a plein d'inscrits, mais comme il y a des gens qui se désistent. Il y a toujours des gens qui s'inscrivent et c'est ok et qui viennent pas parce qu'en fait finalement ils peuvent pas. Donc moi, si vous avez hyper envie de venir, tentez-le. Et que vous êtes à Paris, vous n'êtes peut-être pas exprès, mais vraiment ça se tente parce que de tous les événements que j'ai organisés ou auxquels j'ai participé toutes ces années, en général, ça passe. Normalement, oui. Mais en tout cas, voilà, on pense aussi aux gens qui sont pas à Paris et ça sera retransmis. Voilà, tout à fait, on va tout filmer. Sur YouTube et sur Mediapart directement, le 837 nous dit témoignage, un conservatoire neuf. Bâti il y a 15 ans, grande baie vitrée, pas d'ouverture possible dans les étages, pas de pare-soleil. Moi, j'ai vécu aussi pendant 3 ans dans un appartement type chambre de bonne, pas de volets non plus, et on te dit que ce serait moche s'il y avait des volets parce que c'est un vieux bâtiment. Voilà. Typiquement réflexe du monde ancien, en fait. Oui, vraiment. En fait, ce monde ne doit plus exister, en fait. Priorisons, s'il vous plaît, le confort de vie des gens, finalement. Mais le monde ancien, il s'accroche beaucoup à Paris parce que n'importe quelle demande doit être validée par les architectes, les ABF architectes. Bâtiment de France. Et donc, du moment où tu as une façade plus ou moins haussmannienne, c'est finito. Tu sais que tu ne pourras pas l'isoler. Et on avait un témoignage aussi dans ce sens de Tombourg. Pour le chèque énergie, cette année, ils m'ont refusé parce qu'il y avait également le nom de famille de ma mère, mais il y avait bien les 2 noms et prénoms. J'ai fait la procédure pour rectifier. Ils ont chipoté. Résultat, ils m'ont dit c'est trop tard cette année. Il n'y a plus d'histoire. Depuis mai de l'année dernière, les ménages l'attendent pour rien. Il y a beaucoup de ménages qui attendaient pour rien. On a perdu 240 €. Merci pour ton témoignage. Ouais. Donc je remonte puisque là on a une action citoyenne par rapport au loyer. Qu'est-ce qu'il est possible de faire quand on travaille et qu'on est soumis à ces températures? C'est quelque chose qui revient souvent. Est-ce qu'on a le droit ou pas de partir, d'arrêter de travailler? Alors, c'est une très bonne question et très honnêtement, en France, on est au début des réflexions là-dessus. Donc, ce qui existe, c'est ce qui concerne les lieux de travail et les types d'activités qui sont les plus exposés à la chaleur. Donc évidemment, tout ce qui est travail sur les toits, travail de chantier, où je vois en venant tout à l'heure, je voyais les gens sur la route qui posent, qui font couler l'asphalte. Donc toutes ces activités qui exposent les chaleurs, les travailleurs, à des chaleurs extrêmes déjà, en fait. Donc, évidemment, encore plus renforcées par les situations de canicule. Bon, là, en fait, quand même, globalement, ce qui s'est passé, c'est que en juin, les chantiers ont été arrêtés. Le gouvernement a demandé aux employeurs de donner de distribuer à ces travailleurs qu'ils aient accès à de l'eau. Je veux dire distribuer des bouteilles d'eau, mais en fait c'était surtout l'accès à l'eau qui était demandé. Donc plus ou moins mis en œuvre, mais en tout cas il y a ces préconisations là qui ont été faites. On a publié ce matin un article de Pierre. Je voulais partager dans le chat. Après, sur le code Pierre, Gekiezalk du pôle social de Mediapart, donc qui a en fait a eu des remontées quand même assez décevantes ou inquiétantes, de la part des inspecteurs et inspectrices du travail sur le fait qu'en réalité le décret chaleur, donc qui est censé organiser ce que j'étais en train de dire, l'arrêt des chantiers quand il fait trop chaud, l'accès à l'eau et tout, en fait, il est mal appliqué. Donc voilà. Et en plus, l'inspection du travail n'a pas assez d'inspecteurs et inspectrices pour s'assurer que ce soit appliqué et en plus s'assurer que si c'est pas appliqué, du coup, obliger les employeurs à le mettre en place. Donc là, il y a une énorme problématique. Pour ce qui est de la question des gens qui travaillent dans des bureaux, des magasins, etc. Là, franchement, c'est à la libre décision de l'employeur. Donc là, les situations sont très inégales. Il y a des boulots pour lesquels on peut faire du télétravail. Et donc, dans certains cas, c'est préconisé, ça évite, ça a été mis en place. Et donc, ça évite comme ça au personnel de se taper des transports qui parfois pouvaient être des lieux de stress. On a vu les gens qui tombaient dans les pommes dans le métro à Paris. Dans le métro, c'est ça, qui avait des malaises et tout. Mais en fait, dans certains cas, il a fait plus chaud chez les gens
que dans leur lieu de travail. Donc voilà, en fait, ces discussions, ça oblige à rentrer dans le détail de dans quoi vivent les gens, dans quoi ils travaillent, et donc il y a 1000 possibilités. Et ce qui fait que en fait là, ce qui semble être quand même de bon sens et ce qui est préconisé par pas mal de gens, c'est avoir des espèces d'avoir en fait une réglementation publique qui soit organisée autour de la meilleure situation possible offerte au personnel, et aux travailleurs et travailleuses. Et une des propositions, alors qui a été décriée parce que assez caricaturée, mais en fait qui semble assez de bon sens, c'est la proposition du congé climatique. Oui. Qui serait la possibilité, dans certains cas où la température est vraiment trop élevée, en fait, d'offrir la possibilité que dans les congés payés, dans les jours de congés payés des travailleurs, des salariés, en fait, il puisse s'ajouter quelques jours supplémentaires qui correspondraient à des jours de température très élevée et qui permettraient ainsi, pour les personnes pour qui ça fait sens, en fait, c'est toujours le truc il faut que ça fasse sens, ces jours-là ne pas se rendre au travail. Voilà, donc ça serait, je dirais, la version un peu minimaliste, qui est déjà décriée par plein de gens, mais un peu minimaliste à partir d'une certaine température. En fait, permettre aux gens de ne pas travailler. Donc ça serait la première chose, en se disant que il y a la question d'éviter aux gens de supporter un transport qui soit trop épuisant et trop impactant, mais il y a aussi en fait le fait que à partir d'un certain niveau de chaleur, en fait, on n'est plus tellement en situation de travailler, en fait, en capacité de travailler, on est plus fatigué. Tu prends de mauvaises décisions, c'est prouvé que ton cerveau, il est totalement ralenti. Le cerveau est ralenti et on est, je pense, beaucoup de personnes à avoir expérimenté en juin le fait que avec la canicule, on dort pas bien. Oui. Donc c'est pas simplement le fait qu'il fait trop chaud, parce qu'on peut se dire ah bah oui, mais si tu travailles dans un lieu climatisé, bah c'est bon, en fait tu peux travailler normalement. Mais sauf que non, parce que si on dort dans un endroit où il fait trop chaud pour dormir et donc on dort pas bien, bah une nuit on dort pas bien, une deuxième nuit, une troisième nuit, c'est hyper fatigant, et c'est ça en fait qui ensuite rend les gens malades. C'est l'épuisement en fait, c'est le fait que l'organisme n'arrive plus à se reposer, et c'est ça qui est hyper dur à supporter physiologiquement. Et en fait, c'est ça c'est des questions nouvelles en fait de santé au travail qui sont posées par le changement climatique. Et ce que je voulais dire, c'est que du coup, le congé climatique, ça peut être une première manière de régler, je dirais, un peu en urgence et d'une manière pas trop compliquée le problème. Mais c'est pourquoi d'autres personnes ont des propositions plus radicales, et qui sont notamment celles de coucou Antoine, qui sont la réduction du temps de travail. Oui. Et notamment, il y a des économistes et des chercheurs de l'Observatoire sur les inégalités qui vont dont l'un qui s'appelle Lucas Chancel va intervenir aussi mercredi dans notre soirée sur canicule. Maintenant on fait quoi? Et Lucas Chancel et ses collègues, ils ont fait un énorme travail, que je trouve absolument passionnant, de proposition d'une grande réforme fiscale dont on a parlé dans Mediapart là il y a quelques semaines. Moi j'avais fait un petit article sur leur rapport et en gros qui propose de mettre en place une fiscalité des ultra riches dans le monde afin de financer des plans massifs de sobriété pour réduire pour financer des politiques proactives et radicales de réduction des émissions de CO2. Et un des piliers de leur politique, c'est la réduction du temps de travail. En disant, en fait, de toute façon, il faut qu'il y ait une forme de décroissance à un endroit afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en fait, il faut au moins prendre la route. Donc, ça peut correspondre avec, si on réduit les heures de travail, les salariés ont moins, ou les travailleurs ont moins besoin de se rendre sur le travail. Enfin, ce raisonnement-là, pour résumer en 2 secondes, et aussi avoir un revenu de base qui soit plus important et qui permette de gagner plus, de donner plus de temps non travaillé, donc entre guillemets libre aux personnes, qui ainsi, pour celles qui le souhaitent, pourraient avoir plus de temps à consacrer dans l'associatif, dans le lien social, et donc accompagner une société de sobriété. Donc les sociétés de sobriété, de toute façon, sont des sociétés moins productives, en tout cas où on peut être peut-être plus productif sur son temps de travail, mais où le travail occupe moins de temps de vie. Ça, c'est une bataille historique de l'écologie.
et qui est complètement, je veux dire, qui est rendu plus légitime et nécessaire que jamais avec le changement climatique. Enfin, je sais pas si je suis très claire. Mais oui, c'est clair. Sur ce qu'on expliquait au début sur le congé climatique, il y a Ariman aussi qui dit qu'il y a le droit de retrait dans le code du travail. Quand tu estimes que tu es en danger, tu as le droit, en effet. Hyper important. Donc c'est bien aussi. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Donc c'est déjà un truc qu'on peut appliquer et c'est vraiment en cas d'urgence, mais évidemment c'est très important de le rappeler. Et oui, Samia Pavey dit on pourrait aménager nos horaires pour travailler pendant les heures fraîches, entre guillemets. J'apprécie ces guillemets. Donc avoir un repos décalé. Oui. C'est aussi la question de Ziggy. Est-ce qu'on ne pourrait pas calquer notre économie sur celle de l'Espagne? Voilà. Tout à fait. En fait, mais c'est complètement la question qui se pose aujourd'hui. Je veux dire, avec des fermetures de bureaux, de commerce, d'administration à certaines horaires, à certains moments de la journée, et notamment, je sais pas, entre 13h et 15h, ou 7h. Enfin, j'en sais rien, mais tout à fait. C'est exactement ces questions-là qui sont posées. Ariman nous disait sur le droit de retrait, ça existe déjà, mais des salariés risquent leur emploi s'ils le mobilisent. Encore une fois, que font les syndicats? Ouais, alors après, c'est pas la faute des syndicats si le droit de retrait, déjà, c'est pas normal qu'un employeur sanctionne un salarié ou un travailleur qui exerce son droit de retrait, puisque c'est un droit. Et les syndicats, en fait, ils existent là où ils existent. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des syndicats dans les entreprises, il faut que des salariés créent des antennes de ces syndicats, se deviennent délégués syndicaux. Et c'est sûr qu'on en manque énormément dans les entreprises, surtout quand elles sont petites. Ça, c'est certain. Et donc, c'est pas à cause des syndicats que le droit de retrait est mal respecté. Hein. Syndiquez-vous. Oui, c'est ça, syndiquez-vous plutôt. Ouais. Et oui, tu as raison aussi, l'INGONAS sur les rythmes scolaires également. Ça peut être adapté en fonction... Et à l'inverse, et ça on avait vu ça aux États-Unis, notamment lors d'une canicule absolument meurtrière à Chicago au début des années 2000, dans les années 1990, c'est à contrario l'ouverture de nuit de lieux frais. Par exemple, pour pouvoir dormir, des médiathèques, exactement, pour que les gens puissent venir soit dormir, soit juste même se rafraîchir. Donc des bibliothèques, des médiathèques, des bâtiments administratifs, avoir comme ça des lieux qui ont un peu un double usage et qui la nuit puissent servir de presque de dortoir en fait, même pas presque, carrément de dortoir. Et mais ça implique toute une révolution culturelle sur l'usage des bâtiments. Lune virtuelle, je pense que ça répond à ta question sur où vont les gens s'ils font une grosse coupure le midi. Dans des lieux publics frais qui sont ouverts. Les églises à nouveau remplies, nous dit Pripri. Mais oui, tout à fait. Les églises. Il y a des villes. Alors je pense à Paris, mais il y a d'autres exemples. Il y a des villes qui ont ouvert des centres de fraîcheur. Ça peut être. Pour que puissent venir s'y rendre des personnes qui n'avaient pas d'autre accès à la fraîcheur. Moi, je trouve que par exemple la question du droit à la fraîcheur, la revendication du droit à la fraîcheur, c'est vraiment une des propositions fortes qui ressort, une des demandes plutôt sociales fortes qui ressort de ces épisodes de canicule de 2026. Et ça, on l'a vu dans les écoles. Tout ce mouvement des parents d'élèves qui sont allés acheter des couvertures de survie pour créer des écrans à la chaleur et à poser sur les fenêtres des écoles de leur quartier où allaient leurs enfants, en tout cas de leur quartier. Ça s'est retrouvé sur d'autres lieux de travail et ce droit à la fraîcheur, en fait, c'est intéressant parce que c'est une revendication qui est portée depuis des années par des associations de justice environnementale aux États-Unis, par des chercheurs et des militantes et militants en Inde. Le droit à l'accès au ce qu'il appelle le cooling, donc le rafraîchissement. C'est considéré comme étant, certains demandent à ce que ce soit considéré comme un droit humain en fait, un droit essentiel à la vie, comme le droit au logement, qui est un droit à la fraîcheur, parce qu'on voit bien en fait que c'est des revendications qui de plus en plus ne pourront plus être séparées. Mais évidemment, ça va demander toute une réflexion sur concrètement ça voudrait dire quoi. Faut que des juristes se travaillent là-dessus. Mais je trouve que c'est des questions importantes parce que justement ça permet de sortir simplement de la description de ce qui ne va pas et des problèmes. C'est
très important de diagnostiquer tout ce qui dysfonctionne en fait dans notre société face aux chaleurs. Mais en fait, c'est tout aussi important de dire il y a des propositions, il y a des possibilités d'action, et donc en fait, on n'est pas condamné à l'inertie. Il n'y a pas de déterminisme en fait à rester coincé dans des bouilloires thermiques. Il y a vraiment des actions possibles. Par contre, ce qui manque aujourd'hui, c'est les relais politiques. Et là, on est à la veille d'une campagne présidentielle, une campagne électorale. C'est vraiment le moment ou jamais où faire porter ses revendications. Enfin, d'une certaine manière, moi, j'essaie toujours de voir les choses de manière positive. Quelque part, ça tombe bien en fait que cette campagne présidentielle, elle arrive maintenant, parce qu'une campagne électorale, c'est le moment où faire entendre ses revendications sociales et ses demandes politiques. Et ben voilà, c'est le moment ou jamais. Et c'est vrai que là, c'est quand même un peu aberrant, si ce n'est consternant, de constater le silence en fait de la plupart des candidats et candidates à l'élection présidentielle sur ces sujets. Enfin, c'est aberrant. Enfin, ils n'ont toujours pas compris en fait à quel point c'était fondamental en fait que toute la société elle doit se réorganiser autour de ces questions. Et ben voilà, c'est le moment de le faire savoir quoi. Un témoignage de Badaboubs, il y a des médiathèques, il n'y en a pas partout, mais des églises. Oui. Dans mon petit village, on est 135 habitants, on ouvre l'église pour se retrouver et avoir frais. Faites des photos de ça. Moi, je trouve que c'est vachement intéressant à documenter. Faites des photos ou des vidéos et envoyez-les nous et on essaiera d'en faire quelque chose parce que faut raconter en fait tous ces trucs-là. Eustro-Sangène nous dit le problème étant que pour ouvrir des lieux frais à des horaires adaptés, il faut que des gens travaillent sur ces horaires et avec des conditions de travail dans la fonction publique, ça peut être compliqué de faire accepter ces adaptations. C'est pour ça que, en fait, quand on parle d'adaptation au climat, c'est jamais qu'une question climatique. C'est des horaires de travail. Donc, ça voudrait dire, créer des possibilités de travailler la nuit, rémunérer à la hauteur de ce que ça doit être, c'est-à-dire mieux payé que dans la journée. Mais c'est des nouvelles activités, en fait. Je veux dire, et donc ça veut dire des financements mis en place, mais si c'est des questions de priorité en fait, de priorité dans les dépenses publiques et dans les politiques publiques. Mais je veux dire, il n'y a pas de raison que ce soit impossible. Puisqu'on en est à se redonner de l'espoir, je remonte parce qu'il y avait un message un peu de désespoir de Ziggy. Est-ce que vous avez fait ou allez faire une enquête auprès des scientifiques pour savoir si ce n'est pas foutu pour nous? Oui, après c'est pas qu'une enquête, hein, mais oui, on fait alors c'est vrai, je reconnais que c'est vrai qu'à Mediapart on a dans pas mal d'autres médias, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup faire d'articles sur ce qui ne va pas. Donc parce qu'on a vraiment ce besoin, c'est ça, de documenter le problème parce qu'on est face à un tel déni, c'est-à-dire qu'il y a un tel écart entre les politiques publiques qu'il faudrait mener, les changements de société à conduire et la réalité de ce qui est fait, c'est qu'on sent bien souvent le besoin au pôle écologie et plus généralement dans la rédaction de Mediapart d'insister, de continuer à documenter, mais non, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc c'est vrai qu'on a ce prisme-là et qui fait qu'on fait plus d'articles de ce type. Mais on fait aussi des articles sur, en fait, mais que peut-on faire? Quelles propositions porter, ou en tout cas, quels exemples de choses intéressantes, intéressantes, c'est pas le bon terme, mais d'alternatives, d'alternatives à mener. Donc, par exemple, j'ai un exemple qui me vient, donc c'est pas forcément le plus important, mais c'est celui qui me vient, donc je vous le partage. C'est il y a quelques semaines, on avait fait des articles sur l'adaptation, les enjeux d'adaptation au changement climatique, donc pour expliquer à quel point le gouvernement avait pas du tout mis en place ce qu'il fallait faire, mais dans lequel on se faisait le relais. C'était Lucie Delaporte, ma collègue, qui parlait de la proposition de créer un parc social de voitures électriques, en se disant que il faut repenser, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports, il faut au maximum proposer des transports collectifs. Il faut baisser le prix, je fais ma liste du Père Noël, il faut baisser le prix du logement et du foncier pour permettre aux gens d'habiter plus proche de leur travail. Mais il y a toute une série de situations où ça ne sera pas possible et donc les gens vont continuer à dépendre de la voiture pour se rendre à leur travail. Et ces voitures-là, il faut plus qu'elles soient à essence ou à diesel, il faut qu'elles soient électriques. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, les voitures électriques, elles sont chères. Elles sont plus chères que les voitures à essence et à diesel. Donc, comment faire pour permettre à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent d'avoir quand même des véhicules électriques? Et donc, il y a une politique qui s'appelle le leasing social, qui avait été mis en place par le gouvernement, qui était plutôt pas mal, mais qui a été pas du tout
réduite ou limitée dans le temps et dans le nombre de personnes concernées. Et donc, par rapport à ça, il y a des associations, notamment une association qui s'appelle Transport and Environment, qui propose la création d'un parc social de voitures électriques, comme il existe un parc social de logement. Et à un moment, l'État a créé un service public du logement en disant, en fait, c'est un bien de première nécessité. Et donc, il faut permettre aux gens d'habiter dans les logements qui sont pas trop chers. Donc voilà, ça a été tout le développement de toute l'histoire du parc HLM. Et eux, ils proposent de créer un peu l'équivalent, mais en voiture, en disant, en fait, c'est aussi un bien essentiel pour plein de gens. Et on parle de plus en plus de précarité mobilité, pas simplement la précarité énergétique ou la précarité sociale, mais la précarité mobilité. C'est-à-dire que les gens qui dépendent de la mobilité pour répondre à leurs besoins essentiels et qui donc ont besoin de voilà. Et donc c'est cette proposition de parc social de voitures électriques. Et il y aura aussi quelqu'un de Transport and Environment mercredi à la soirée de Mediapart, parce que on s'est dit que c'était une proposition intéressante à faire connaître. Et encore une fois, il y a aucune proposition qui n'est la solution à tout. C'est pas du tout ce qu'on veut dire. Mais par contre, en fait, il y a plein de petites pièces qui peuvent être proposées et qui sont pas, inatteignables. Et voilà. Donc, c'est pour ça que ça me semble intéressant. C'est un exemple. L'Une Virtuelle dit c'est super ça, il faut nous faire rêver avec des futurs désirables. Et Eusrosangène qui tout à l'heure complétait, c'est vrai que sur les investissements, c'est ça qui donne de l'espoir de se dire qu'il peut y avoir des investissements pour des améliorations collectives, parce que sinon tout ce qu'on nous vend sans arrêt, ce ne sont que des actions individuelles. Voilà. Et ça, c'est tous les gens qui travaillent sur la sobriété et l'adaptation, qui travaillent sérieusement sur ces sujets, en fait, disent les réponses, elles sont collectives. Après, c'est juste qu'elles ne peuvent pas être homogènes. C'est-à-dire, c'est pas la même solution pour tout le monde. Mais par contre, il faut qu'elles soient collectives, parce que c'est le collectif, en fait, qui permettra aussi de traverser sans trop de drame le changement climatique. Et ça, pour répondre du coup à la question de Ziggy, tu penses que tout n'est pas foutu pour nous? Non. Mais c'est une question de décision, de décision et d'organisation collective. Non, mais bien sûr que non, tout n'est pas foutu. C'est vrai que c'est difficile quand tu es dans le creux de la vague de la canicule, tu as chaud, tu dors mal et compagnie, de te dire quel sera le futur. Mais je comprends complètement. Et moi, j'ai effectivement, comme certaines l'ont exprimé ici, moi j'ai entendu plein de témoignages, de récits de gens effectivement désespérés. Mais j'ai aussi entendu plein de témoignages de gens qui racontaient comment ils se sont aidés, des gens qui sont venus dormir chez d'autres personnes chez qui il faisait moins chaud. En juin, on a été plusieurs de Mediapart à faire un reportage toute une nuit. On a passé une nuit on s'est dit la nuit la plus chaude de l'histoire du Grand Paris, en tout cas jusqu'à présent. Peut-être que l'année prochaine, ou sans doute l'année prochaine, il y aura une autre nuit la plus chaude. Et on a passé la nuit. Alors, on s'est dit le Grand Paris, parce que c'est la plus grosse concentration de population de France, et que c'est très étendu, et ça s'étend, puis qu'il y a plein de problèmes de béton. Et en fait, on a rencontré des gens qui étaient très inquiets, mais on a aussi rencontré des gens, finalement, qui étaient, tenaces et courageux et courageuses, qui avaient de l'humour aussi, là, comme, cette personne. Sa bouée. Voilà, qui s'est acheté une bouée panda et qui fait de la bouée panda, et en même temps, c'est un peu drôle aussi, quoi. Et donc, on a rencontré plein de gens qui étaient venus dormir dans les parcs. Ou pas forcément dormir, passer un grand bout de soirée dans les parcs, en famille, avec leurs enfants, des enfants qui jouaient sur des parcs de jeux la nuit. Et il y avait aussi, c'est pour dire aussi que, en fait, pour que le monde reste habitable, faut garder de la joie, quoi. Je veux dire, il faut garder de la joie, et la joie, en fait, souvent, elle vient avec le collectif. Elle vient avec le fait d'être à plusieurs. Et ça, c'était vachement, c'est vraiment une des choses qui ressortait de ce long reportage nocturne. Alors, je prends un peu les messages de chat. Oui, à Galdian, on peut aller dormir sinon chez Bernard Arnault. Tout à fait. Ou faire la Pride alternative à la Samaritaine. Mais oui. Lily 37, les articles sur les problèmes sont tout aussi bien, car le docteur Neuberger nous encourage à faire valoir notre colère et Stéphane Essel à demeurer indigné. Oui. On a également un message d'Arc Carrier. Bonsoir. Demandez à l'ordre des architectes depuis combien d'années les architectes s'efforcent à informer, prévenir et tenter de transformer les espaces avec du bon sens sur les questions climatiques. Oui, il y a plein d'architectes qui font un travail extraordinaire complètement. Le problème, c'est que il y a
plein d'architectes qui font ce travail-là. Et puis il y a pour autant plein d'inerties au niveau des réglementations administratives. Et donc bien sûr, moi je veux pas du tout jeter l'opprobre sur la profession d'architecte. Il y a des gens extraordinaires. Il y a aussi des gens qui appartiennent au monde ancien. Donc on est partout, hein. On est dans ces tensions. En fait, moi je pense dans quasiment toutes les parties de la société, il y a des tensions très fortes aujourd'hui autour de ça. Celles et ceux qui ont compris, celles et ceux qui n'ont pas compris, celles et ceux qui ont compris, mais en fait au fond ils s'en foutent un peu parce que bon, ils pensent qu'on peut continuer encore comme ça pendant quelques années. Et la leçon de cette année, c'est que non, ce n'est pas possible. Et oui, il y a aussi, comme tu le dis, Thémorophile, les paysagistes dans l'aménagement, oui, bien qui sont sûr, souvent relégués derrière les urbanistes et les archis. Tout à fait. Mais il y a beaucoup... Ils sont très importants, qui défendent la végétalisation des villes, la plantation d'arbres fruitiers, qui diffusent un savoir hyper important. La nature existe en ville, il faut la faire exister davantage, débitumer les trottoirs, les cours d'école, etc. Tout ça, c'est des savoirs vachement importants. On a vu d'ailleurs des images en ce moment à Barcelone de débitumisation, je sais pas comment dire, pas mal. de zones pour mettre à la place des espaces verts, tout simplement. Bah oui. Finalement, c'était pas si compliqué. Je salue Valeur et Train de nuit, merci pour ta remarque, puisqu'on parlait de gens qui recréent un collectif, mais le problème, ce sont les personnes handicapées qui sont isolées, encore une fois laissées pour compte. Ça reprend ce que tu disais au début du stream sur les gens isolés, qui sont seuls chez eux et qui se retrouvent pour le coup piégés. Allez voir ces gens. Allez voir, prenez des nouvelles, c'est hyper important. Mais et comme du coup, Train de nuit t'y arrives en cours, mais comme le disait Jade aussi, se saisir de ce sujet politiquement avec les présidentielles qui arrivent. Est-ce que toi, Jade, tu penses que une responsabilité politique, on le voit bien sûr qu'elle est à pointer, mais si un programme politique qui ne parlerait pas du tout de ces changements, qu'est-ce qu'on en pense? On vote pas pour eux. Voilà. Non, mais moi, je pense vraiment, disons les choses, quoi. Des programmes politiques qui proposent rien là-dessus, vous dégagez, en fait, vous n'avez rien à faire là. Pour moi, je sais pas, c'est des zombies. Si vous n'existez plus politiquement, quoi, si vous n'êtes pas capable de proposer. Moi, je trouve en plus, c'est pas simplement proposer des choses dans leur programme, c'est organiser leur programme autour de cette question. En fait, on voit bien que c'est une urgence vitale et essentielle et que quand je dis ça, ça veut pas dire qu'il faut parler que d'écologie dans un programme, pas du tout, parce que depuis le début, je pense qu'on a donné plein d'exemples du fait que parler de mutation climatique et de bouleversement climatique, c'est parler d'inégalité, c'est parler de racisme, c'est parler de temps de travail, c'est parler de revenus. En fait, c'est pas une question à part. En fait, c'est fondamental d'arrêter de séparer l'écologie du reste de la réflexion politique et économique et sociale. C'est profondément lié. Et il n'y a pas d'avenir possible à continuer à penser ces sujets en silo. Pour moi, c'est une des grandes leçons de cette année. Et donc, un programme politique qui ne parle pas de ça ou qui répond juste la solution, c'est la climatisation, ça dégage direct à la poubelle. Allez, hop. Vous avez compris le message. Thémorophile. Après, très factuellement, bien sûr, sur Paris, il y a un souci, c'est l'ultra-concentration. On est une des villes les plus denses au kilomètre carré, donc c'est fragile face à des perturbations. Donc oui, il faut déjà déconcentrer aussi, repenser notre façon d'habiter le territoire. Oui, c'est la capitale européenne où les gens meurent le plus des températures chaudes, la ville de Paris. On a eu, là, sur l'article de Caroline, sur là où se situe le plus de morts, il y a l'Île-de-France en fait. Et lune virtuelle, alors voilà, c'est aussi pour ça que cette émission a lieu et qu'il y en aura d'autres, et qu'il y a tout un programme au journal pour continuer à mobiliser les gens, qui nous dit: je suis prête à parier qu'en mars ou en avril, sur la fin de la campagne, le réchauffement climatique ne sera plus du tout un sujet. Disons que c'est une hypothèse tout à fait possible, mais moi je propose qu'on fasse tout pour éviter que ça se produise. Mais évidemment, mais ça va être la bataille. Pour moi, ça doit être la bataille politique de ces prochains mois. Oui, puis on sait que c'est humain. Une fois que l'épisode difficile est passé, on n'y pense plus et on se dit ça y est, c'est derrière nous. C'était exceptionnel, mais là justement, il va falloir rester motivé et mobilisé parce que malheureusement, ça ne sera plus exceptionnel. Non. Bataille médiatique, bataille citoyenne, tout à fait. Louis 37. Je vous propose le moment Mère Castor que vous connaissez et que vous connaissez toutes et tous. Mère Castor, raconte-nous une histoire, même deux histoires. Le moment Mère Castor, c'est le moment des recocultures de l'invité. Et donc ce soir, Jade a plusieurs œuvres culturelles à vous recommander. Je commence par quoi? Ce que tu veux. Il y a 2 livres et une série.
Et ben, je commence par les livres. Allez, c'est parti. Et alors voilà, donc j'avais 2 livres à vous recommander. Le premier, c'est un livre très très beau et très très triste. Donc vous êtes prévenus. Voilà, vous êtes prévenus, mais quand même très beau. C'est un livre de poésie, donc d'une poète palestinienne qui s'appelle Asma Azaizeh. Pardon, je le prononce pas très bien. Asma Azaizeh. C'est une poétesse palestinienne et qui a publié un recueil aux éditions du Commun, qui est une maison d'édition indépendante qui fait un travail remarquable d'édition de poésie, à laquelle je suis avec une collection de poésie coordonnée par Juliette Rousseau, collection que je trouve absolument extraordinaire. Et donc, ce livre s'appelle Ne me croyez pas si je vous parle de la guerre. Et je l'ai pas apporté ce que j'aurais voulu presque lire un extrait. Je pense que ça aurait été la meilleure manière d'en parler. En tout cas, pour vous dire que c'est une poésie qui parle beaucoup de famille, des morts, de comment est-ce que on continue à se relier aux gens qui sont morts, qui parle beaucoup de la question des noms, de la nomination, de comment continuer à faire exister des personnes qui ont disparu. Et en ces temps de tragédie absolue à Gaza, de destruction génocidaire de Gaza, je trouve cette question de comment parler, comment continuer à faire exister les gens qui ont disparu, pour moi, c'est une question, pour moi, c'est un peu bête ce que je dis, c'est une question essentielle. Oui. C'est une question essentielle, c'est une question tellement douloureuse. Et voilà, n'oublions jamais ce qui se passe à Gaza. On l'oublie aussi beaucoup trop vite. Et ce recueil de poésie, même s'il parle pas là de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, hein, mais néanmoins, c'est cette manière de parler d'existence et de vie palestinienne, documente une situation et avec une puissance littéraire, une puissance de mots, une puissance d'image, que je trouve bouleversante. Et donc, je vous conseille la poésie de Asma Azaizeh. Et suivez le conseil de Srogène dans le chat, achetez directement aux éditions qui sont des éditions indépendantes, donc là, les éditions en commun, qui sont en difficulté financière. Ouais, tout à fait, absolument, c'est très important. Et voilà, ma deuxième recommandation, alors c'est aussi assez triste et terrible, mais je trouve que c'est un livre extraordinaire, Ce que Cécile sait, donc écrit par Cécile C. Donc c'est le journal d'une sortie d'inceste. Donc il parle d'inceste, il parle de qu'est-ce que l'inceste, et comment on en sort. En fait, c'est un livre très puissant politiquement à plein de points de vue, mais notamment par le fait que Cécile C a décidé de parler d'inceste par la manière d'abord dont on s'en souvient. Donc elle explique très bien ce qu'est le trauma amnésique et comment c'est possible en fait d'avoir subi l'inceste quand on était enfant ou jeune et l'avoir complètement oublié et s'en souvenir quand on est très avancé dans sa vie d'adulte. Donc ça, elle explique très bien ce phénomène-là. Et ensuite, ce qu'elle explique très bien, c'est quel est le combat de la sortie de l'inceste et en quoi est-ce que c'est hyper politique et en quoi c'est un acte collectif. Et moi je trouve que c'est un livre hyper important parce que ça, quand on connaît pas grand-chose au sujet d'inceste, ce qui est mon cas en réalité, ça permet de comprendre avec énormément de sensibilité et d'intelligence et de politique et de revendication de quoi on parle. Et peut-être ce qu'on peut dire, c'est que c'est un livre qui est illustré. C'est un livre d'illustration. Donc c'est un livre de texte et d'illustration, et les illustrations sont extraordinaires parce que justement il y a aussi toute une réflexion sur comment ne pas décrire ce qui est indescriptible, pour ne pas faire revivre aux victimes ce qu'elles ont déjà vécu, pour ne pas non plus tomber dans la pornographie de l'horreur, de la description de l'horreur des agressions sexuelles et des crimes sexuels, et avec toute son intelligence, elle a trouvé une manière de représenter sans représenter. Je veux pas en dire trop, mais la manière dont l'acte d'inceste et l'incestueur est représenté est
hyper parlante et en même temps protectrice. Enfin, c'est d'une grande sensibilité. Vraiment, je trouve que ce livre est un chef-d'œuvre. En tout cas, dans le chat, il y a Train de nuit qui a dit oui. Ah, non, c'est vraiment un livre important, je trouve. Si je puis me permettre. Voilà, et on va finir sur une touche plus légère parce que c'était un peu intense. Ma troisième recommandation, c'est une série qui est actuellement visible sur Arte, donc gratuitement. Voilà, qui s'appelle The Hack. Sur écoute, alors jusqu'au 11 juin 2027. Bah non, parce que moi je suis en 2027. Ah oui, 2027. Oui, pardon. Vous avez le temps. Je suis un peu fatiguée. Donc vous avez le temps. Et voilà. Et donc en fait cette série, alors ça parle de journalisme. Hein. C'est sans doute parce que je suis journaliste qu'elle me fait kiffer, mais je la trouve absolument géniale. Et donc ça raconte une histoire, un scandale. Vous verrez un gros scandale en Grande-Bretagne au début des années 2000 où un journal qui était à l'époque très important, qui s'appelait News of the World, avait placé sur écoute plein de personnalités pour les espionner en fait et en sortir des infos croustilles sur leur vie privée qui ensuite abondaient leurs colonnes parce que c'est un tabloïd. Donc l'histoire est entre guillemets un peu marrante parce que c'est un cas quand même assez hallucinant de mise sur écoute d'une société, de gens puissants par un média. Mais par ailleurs, ce que je trouve hyper fort dans la série, c'est que d'abord elle est très drôle et elle met vachement en scène. Ça se passe. Le scandale a été révélé par des journalistes du Guardian, grand quotidien britannique, qui est un quotidien qui a été très important dans l'histoire de Mediapart. Je vous raconterai ça une prochaine fois. Et donc ça décrit en fait assez précisément comment le Guardian a travaillé sur ces sujets. Donc ça reconstitue des discussions avec celui qui était le rédacteur en chef du Guardian à l'époque, Alan Rusbridger, avec ce journaliste Nick Davis. Mais surtout, ça met en scène y compris comment il a du mal à raconter cette histoire. Donc ça le montre. En gros, c'est le journaliste aussi dans tous ses défauts. Il commence ses articles, il n'arrive pas à les écrire et ça le montre en train d'écrire ses articles, effacer son article, recommencer. Et je trouve ça hyper réaliste. Et donc pour toutes ces raisons, je trouve que c'est une super série. Alors, moi, je nuancerais, c'est drôle, mais c'est un humour anglais, c'est pas tout le temps drôle. Il y a des épisodes quand même qui sont assez tendus, notamment ceux qui se passent sur le volet police avec Robert Carlyle, qui est incroyable dans ce rôle. Et David Tennant, t'as raison, Train de nuit. C'est un argument en soi, sachant que lui-même avait été victime de ces écoutes illégales à l'époque. Et il jouait dans Doctor Who, où ils imaginaient, je sais pas, trouver un truc. Et que là, je crois que le Sun a réussi un peu à dire du mal de lui parce qu'il a pris des positions pour les droits des personnes trans et ça n'a pas plu. Mais excellente série, il faut être bien accroché, c'est assez dense. Hein. Voilà. Regardez qu'on est concentré. Oui, tout à fait. Mais c'est très cool. Et j'en vois aussi vite fait la reco de Témorophile qui est sur le même thème que le livre de poésie dont tu nous as parlé. Ah oui. Sur la liberté, la maison, la prison, l'exil et le monde. Et non, le lien, il est là. Pareil, pensez à passer directement par les sites des éditeurs. Des éditeurs. Et éditrices. Ou aller dans votre librairie, bien sûr, locale. Voilà. On avait un timing un peu plus rapide parce que c'est comme ça et ça arrive. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci Jade pour ta présence. Merci beaucoup. Je te laisse si tu veux filer. Merci beaucoup pour merci à tout le monde. Ah là là, malheur, le raid. Alors, merci pour le raid, et malheureusement, on était en train de se dire au revoir. Du coup, on va refaire un raid. Ah, désolé. Pour vous rebasculer, mais vous inquiétez pas. Vous dire donc, si vous voulez regarder, prolonger cette émission, soit vous êtes à Paris, vous pouvez aller à la Bellevilloise, soit vous pouvez regarder de chez vous. Oui, normalement, moi, Miki, mais je suis en train d'expliquer que là, on finisse un peu plus tôt aujourd'hui. Ouais, je suis désolée, en fait. C'est pas grave, mais on va vous renvoyer, on va trouver un autre endroit où vous envoyer pour passer le reste de la soirée. Bien sûr, il y aura le replay qui sera en ligne sur YouTube. Vous retrouvez Os Politique pour la Mediapart le vendredi sur un sujet IA, je crois bien. Et moi, je serai lundi prochain pour la dernière de l'été avec Fabienne Lemonnier pour parler podcast, notamment podcast Addiction. Je crois que j'avais prévu et oui, je l'avais prévu. Elle a pendant 4 mois, elle a eu l'autorisation donc d'enregistrer des consultations au service d'addictologie pédiatrique de l'hôpital Robert Debré. Je vous invite à écouter le podcast en amont si vous voulez pour avoir des questions. Et non, à Galdian, je serai en stream mercredi, je suis pas en stream en même temps chez moi ici.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence, vos Merci questions, beaucoup. vos témoignages. Force à vous, les personnes dans le sud qui sont déjà en train de se prendre la canicule. Et les feux. Et les feux, et tous les autres, on est de toute façon dans le même bateau. N'oubliez pas, tout le monde a chaud. Hein. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et je lance le raid.